la bannique cuite sous sable au bouton de marguerite en conserve, la cuisine autochtone ne cesse d'étonner et de charmer nos papilles gourmands. Peu à peu, les saveurs indigènes de nos territoires se font connaître partout dans le monde. La réalisation du livre La cuisine amérindienne, un nouveau regard, découle en fait de la vie que j'ai eue avec les autochtones dans le bois. C'est que j'ai réalisé qu'il y a des choses que je mangeais dans la nature pour me nourrir, c'était nécessaire, c'était une question de survie. Mais par contre, je me suis dit en parallèle, pourquoi la cuisine amérindienne ne profiterait pas du savoir et du savoir-faire des plus grands maîtres cuisiniers pour elle aussi évoluer. Vous savez, il arrive souvent qu'on me demande de quelle nation je suis, certainement à cause de la tresse, et puis peut-être qu'en vieillissant et en vivant avec les autochtones, ils déteignent sur moi. Alors en riant, je leur dis que je viens du sud de la Gaspésie, mais en fait, je viens bien au sud de la Gaspésie, puisque je suis né à Avignon, dans le sud de la France. Mes premiers contacts avec les autochtones sont assez originaux parce que d'abord je suis un artiste, je suis un peintre et un sculpteur. Je suis venu exposer en 70 et en même temps que j'exposais, j'ai visité tout le Canada, dont le nord du Québec. J'ai décidé de m'installer à cette île quelque temps et d'aller dans la nature pour épurer ma peinture, épurer mon coup de crayon. Et c'est en allant dans le bois, un jour en dessinant, que j'ai entendu du bruit derrière moi. Je pensais que c'était un ours, donc j'étais assis un petit peu comme maintenant, j'ai figé. Et puis j'ai entendu du bruit et 3 autochtones, 3 Inuits, 3 montagnais sont arrivés à côté de moi. Et un, le moins timide, Jean-Marie Mackenzie, regarde ce que je faisais, regarde au loin. Et puis là, il me dit, dans un mauvais français, qu'est-ce que tu fais? Alors je lui réponds, ben, tu vois bien, je suis en train de dessiner. Et puis là, il me répond du tac au tac, oui, mais pourquoi tu prends pas un appareil photo, ça irait bien plus vite? Par la suite, quelque temps après, son fils est venu me chercher à l'atelier pour repartir avec eux dans le bois. Et c'est comme ça qu'a commencé la grande aventure que je vis depuis 35 ans. La manière de préparer les aliments était quand même assez simple. Elle était rudimentaire parce que c'était un simple feu, il n'y avait pas de four. Par contre, ils étaient quand même assez ingénieux. Alors, si je parle par exemple des nomades, qui étaient les Inuits, les montagnais, ils faisaient griller, ils faisaient bouillir, ou alors ils laissaient vieillir et la viande et certains autres aliments. Par contre, les Iroquois, eux, qui étaient sédentaires, ils cultivaient. Donc ils avaient des jardins, ils étaient aussi un petit peu chasseurs et pêcheurs, mais ce qui prédominait, c'était la culture. Et par exemple, chez les Iroquois, les cultures qui étaient les plus importantes étaient ce qu'ils ont appelé, nous on a appelé les 3 sœurs, qui étaient le maïs, les haricots et la citrouille. Alors eux, ils avaient une manière assez particulière de cultiver ça, c'est qu'ils plantaient d'abord le maïs, faisaient un petit monticule de terre, ils plantaient d'abord le maïs. Quand le maïs commençait à grimper, ils plantaient le haricot grimpant qui se servait du maïs comme tuteur. Et puis ensuite, ils plantaient les citrouilles qui, avec leurs grandes feuilles, gardaient une certaine humidité dans le sol, tout en protégeant le sol contre les mauvaises herbes. Alors c'était déjà très ingénieux. Les Amérindiens connaissaient la quenouille, connaissaient les têtes de violon et d'autres plantes aussi, et savaient surtout la manière de les transformer, c'est-à-dire de les rendre agréables au goût. Alors, comme tu peux voir, dans une quenouille, on ne garde qu'environ 8 pouces du bas de la quenouille. Alors, nous avons estimé que pour faire 1 livre de quenouille, parce que demain matin, pour les mettre en pot, on va enlever encore une épaisseur. Alors, pour faire 1 livre de quenouille en pot, ça nous prend 80 livres de quenouille que nous devons cueillir. Le but d'Alimentoka était de prendre des produits que nos ancêtres se servaient et de les mettre en pot et de les faire connaître par les gens. Je me souviens, lorsque j'étais petit gars, ma mère m'amenait souvent pour cueillir des fraises, des framboises, des bleuets, mais aussi du sureau des fois.
et des cerises à grappes. Il n'y a aucun de nos produits qui sont cultivés. Ce sont tous des produits qui poussent à l'état sauvage et qui sont cueillis. Alors même les bleuets, nous avons des gens qui vont dans les régions où il y a du petit bleuet sauvage et ils cueillent le petit bleuet sauvage. Il n'y a rien que nous faisons cultiver du tout. Nos produits vedettes les plus extraordinaires sont les légumes. On fait la cueillette de cœur de quenouille. Nous faisons aussi, comme légumes sauvages, des asclépiades. Alors ça, c'est un autre légume. On fait aussi, ce qui est un peu plus commun, la tête de violon. Nous cueillons ça, nous les mettons aussi en pot, les vendons. Et un autre produit un peu extraordinaire, ce sont les boutons de marguerite. Ah, c'est quoi que tu as OK, les têtes de violon, le châtelet, fruits sauvages, et tout ce qui est extraordinaire du Québec, des gousses d'asclépiades. Ah, ça, c'est bon. Les gousses d'asclépiades, c'est la mauvaise herbe du Canada, que tout le monde connaît, mais ils ne connaissent pas le mot. Alors, éventuellement, ça s'ouvre, ça fait des grands fils blancs. Si on brise une branche, il y a comme un latex blanc qui en sort. Alors, nous, on les cueille tout petits et ça fait comme des cornichons. Ils sont mis au vinaigre. C'est carrément ça que tu sers. C'est carrément ça. C'est ce qu'on appelle le fruit. Le fruit. En fait, ils sont très bons, les produits. Hein, ils sont très appréciés comme cadeau. Et ici, on a des boutons de marguerite. Alors, c'est la marguerite avant qu'elle vienne en fleur. Elle fait un bouton et on l'accueille juste avant. Et ça se mange comme des carpes, avec du saumon, avec des salades. Différent. Ici, c'est un méchoui de caribou avec une sauce aux champignons sauvages. Il y a 7 sortes de champignons à l'intérieur, dans la sauce. Le caribou, c'est encore la seule viande qui est chassée encore par les Indiens, puis qui est remis à l'abattoir. Puis là, les producteurs, les boucheries, là, ils font la revente après. Sagamité, si vous demandez à une personne des Premières Nations du Québec, ferme-toi les yeux et pense à un mets nourrissant, enrichissant. Probablement que ce soit un Micmac, un Innu, un Huron, va penser une sagamité. Car la sagamité, c'est les 3 sorts qu'on appelle chez nous, la courge, le maïs et les fèves, agrémentées de viande de gibier. Et les Hurons, en tant que cultivateurs, on venait qu'à échanger avec les Innu, les 3 sœurs, et eux venaient faire une sagamité avec du caribou. Vous regardez du côté des Algonquins et des Atikamekw, ils agrémentaient ça d'orignal. On l'échangeait avec les Micmacs, ils l'agrémentaient de poisson. Alors, on avait chacun notre sagamité. Et c'est pour ça que je voulais appeler ça un nom et une signification connexe aux Premières Nations du Québec. Moi, je travaille depuis mon jeune âge dans la boutique de souvenirs et d'art amérindien à mon père. Et souvent, je me faisais demander sur la réserve, est-ce qu'on peut déguster des mets typiques ou une cuisine qui ressemble à votre cuisine traditionnelle? Et c'est là l'idée de base de la sagamité. Je suis le propriétaire du restaurant depuis sa création en 99. Mais c'est très bien présenté. Très bien. C'est délicieux le goût, c'est très raffiné. On pense pas. On est content de recevoir les gens parce qu'on est sur la nation, on est sur la réserve. Et alors, on peut offrir une histoire, une culture et en plus une cuisine traditionnelle, mais qui a su évoluer. Présentement, ce qui est intéressant au niveau de la sagamité, c'est que les gens de la réserve sont fiers d'inviter les gens dehors de la réserve, des invités ici, car maintenant, il y a un restaurant renommé, une cuisine intéressante et une culture à la fois à faire découvrir à des gens qui sont proches de nous, mais qui ne connaissent pas nécessairement notre culture.
savez, avant la saguenité, Toka ou d'autres, on n'en parlait pas de la bouffe là, autochtone. Je dis, moi, je me souviens pas, en tout cas, que c'est un grand sujet de conversation. Là. Cette cuisine-là, elle n'a pas fini de nous surprendre. Ni Toka traiteur, ni la sagamité. Toka a sa façon à lui de présenter les choses et la sagamité a sa personnalité aussi, bien à elle, de présenter les repas et les mets. Le groupe Tequiera, on est des consultantes en gestion et développement d'organisations et d'entreprises autochtones. C'est les deux fournisseurs sur les services gastronomiques avec lesquels on travaille. Ça s'appelait Arwan, c'est ça. Fait que je voyais... Quand j'ai lu ça, je ne faisais pas le lien entre ce bâtiment-là et... OK, mais ça serait super. Quand on mange, je ne sais pas si c'est partout chez les Autochtones, mais en principe, ça fait partie de notre spiritualité aussi, la bouffe. Hein? C'est pas juste manger, se nourrir physiquement, c'est aussi se nourrir l'esprit, nourrir le cœur, nourrir l'âme. Parce que cet animal-là qui a accepté de nous nourrir, c'est signifiant pour nous, ça a beaucoup de sens. C'est pour ça qu'on a beaucoup de respect pour ce qu'on mange. Quand on mange ce que moi j'appelle la viande cultivée, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans les supermarchés et tout, je suis pas sûre qu'on ait le même respect, là. C'est pas pareil quand tu ramènes chez toi un orignal, un caribou, un chevreuil, un saumon, une truite. Je veux dire, que tu as pêché, une moule que tu as... Tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir le même rapport. Chez les Autochtones, il y a toujours des rituels qui entourent autant les parties de chasse que le moment de se nourrir. Le principe, il est simple, c'est qu'ils jouaient du tambour et chantaient avant de partir à la chasse pour demander aux animaux de se laisser tuer. Quand l'animal avait été tué et qu'il le mangeait, il chantait aussi et jouait du tewegan encore pour remercier l'animal de s'être tué et il respectait aussi l'animal à tel point que souvent il prenait les os et puis il les accrochait sur les arbres. Puis avec leur cuillère qu'ils fabriquaient, ils prenaient un thermomètre traditionnel qu'eux ont fabriqué. Puis avec un trou dedans, ils soufflaient pour vérifier que le sirop était prêt. La Maison des cultures amérindiennes, au départ, est un lieu d'échange, de partage et de rapprochement des peuples autochtones et non autochtones. La mission principale est de protéger une érablière urbaine, donc une mission environnementale, mais aussi de faire des activités culturelles comme l'exposition permanente sur les traditions amérindiennes qui s'appelle De l'eau à la bouche, mais aussi des expositions d'art comme la salle où je me trouve actuellement, qui présente de l'art contemporain autochtone ou de gens qui sont métissés. Et on a aussi une mission gastronomique, puisqu'on parlait d'une érablière urbaine et qu'au printemps, l'eau d'érable est transformée ici à la Maison des Cultures. Ensuite, on trouve normal de la servir pour des repas. Et les gens ont une expérience de se sucrer le bec à l'amérindienne, donc une expérience assez différente de la cabane à sucre traditionnelle. C'est chaud. C'est chaud. À ce livre sont les plus grands. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les ingrédients que mes amis autochtones utilisaient dans le bois. Je suis allé voir les plus grands maîtres cuisiniers, bien sûr québécois, mais aussi français, belges, luxembourgeois, italiens, espagnols, anglais, Hong Kong, Corée, américains. Et je leur ai amené les ingrédients que les autochtones utilisaient. Et je leur ai dit, avec ces ingrédients-là, faites-moi une recette que j'aurai du plaisir à partager avec mes amis autour d'une table. Donc c'est comme ça que le livre a été composé. C'est en fait de la haute cuisine amérindienne. C'est ma recette préférée. C'est du saumon mariné dans le sirop d'érable et un petit peu de citron. C'est de le faire cuire au four une dizaine de minutes selon l'épaisseur. Et lorsqu'il fait une petite mousse blanche, de le sortir au four. Et on peut le servir à ce moment-là, tel qu'il est présenté ici, avec de la purée de citrouille et puis quelques graines de maïs et des baies sauvages. Ou alors sur un lit de riz, un mélange de riz blanc et riz sauvage. Et autour, mettre un petit peu de graines de maïs. Notre chef, ce qui est important dans notre choix, c'est qu'on avait besoin d'une personne qui était capable de comprendre la nourriture ancestrale et l'agrémenter jusqu'à aujourd'hui.
Et c'est ce qui est intéressant avec Jean-Olivier, c'est qu'on travaille ensemble étroitement à développer, comme je vous dis, la recette que mon père va amener des sages ou des anciens ou de comment on le mangeait chez nous autrefois, et de dire, bon, OK, ça c'est la base, le primaire, et maintenant, comment on va la faire avancer, cette cuisine-là. On commence par faire chauffer notre poêlon, faire fondre aussi notre beurre, blondir le beurre. Ensuite, on incorpore nos pleurotes. Bien faire suer les pleurotes. On met nos petits fruits, les mûrs. Ensuite, on rajoute un petit peu de sucre pour légèrement sucrer les mûres, vu que c'est toujours amer. Et ensuite, on fait saisir notre cerf caribou. Toujours préférable d'avoir le cerf caribou saignant. Plus que c'est cuit, plus c'est une viande de bois, plus que c'est cuit, ça devient dur. Fait que le plus saignant possible, fait qu'on peut goûter vraiment la viande, sa texture et son goût. Et ensuite, on déglace au brandy, au besoin au brandy ou au vin rouge. Qu'est-ce qu'on a à la main? Et on finit la cuisson avec notre fond de gibier ou un fond brun traditionnel. Qu'est-ce que j'aime le plus cuisiner, c'est le gibier. Parce que le gibier, on peut l'approfondir, il y a beaucoup de sortes de gibier. Puis on peut apprêter ça à n'importe quelle sorte de sauce, puis y aller avec notre imagination, sortir des choses que le monde ne connaisse pas vraiment, puis qu'on peut faire découvrir. Pour moi, avec la Sagamité, je crois beaucoup que c'est un restaurant qui est gagnant, qui a une formule gagnante, parce qu'il y a toujours un suivi, puis les plats sont toujours renouvelés. Terre en Vue font une activité à Montréal, au centre-ville, tous les étés, qui s'appelle Présence autochtone. On cherchait une façon de faire connaître un peu plus au Québec les produits. Terre en Vue nous avait demandé si on pouvait les aider et tenir un restaurant pendant 4 jours. On a parti, on l'a fait. Nous sommes au soleil, c'est l'été, il faut innover un peu. Alors, soupe froide amérindienne, il y a de la citrouille, du melon, du miel, du yogourt dedans. Alors, ça nous donne une très bonne texture et de très bon goût. Les gens apprécient beaucoup. Après ça, on a mis un petit sorbet à la chicoutet qui est nouveau dans nos produits. Grand chef, un mijoté, s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est prêt. On enlève. Toka Traiteur est venu au monde et ça a été excitant parce que ça nous permettait réellement de faire connaître les produits de nos ancêtres que les Québécois aussi ont mangé, ont connu à un moment donné. Le gouvernement canadien a entendu parler de nous et en 2002, il y a eu en Afrique du Sud, à Johannesburg, il y avait le sommet mondial du développement durable. C'est un sommet où il y avait, je crois, 30 000 personnes, 125 pays qui participaient. Et le gouvernement nous a demandé si nous pourrions faire une réception canadienne pour 300 personnes avec nos produits amérindiens. Alors, nous sommes allés, et c'est à ce moment-là qu'on est devenu un traiteur international. Quand je vais à Paris faire un salon, ça coûte énormément cher. J'aimerais créer une association de compagnies autochtones en agroalimentation du Canada pour que lorsque nous allons faire un salon international, plutôt que ce soit seulement que moi, que nous puissions y aller regroupés. Alors, depuis 1 an, nous travaillons avec Agriculture Canada pour essayer de trouver le financement pour nous aider à partir.
environ 80% des produits que nous nous servons pour le service de traiteur viennent de compagnies amérindiennes. Alors, notre caribou vient des Inuits. Nous avons des canneberges qui viennent d'une compagnie iroquoise dans le nord de l'Ontario qui s'appelle Iroquois Cranberry Growers. Nous avons du saumon de Little Miss Chief qui vient de la Colombie-Britannique, de l'onde de l'Arctique qui vient de Cambridge Bay, des bleuets qui viennent d'une compagnie amérindienne qui font la cueillette de bleuets. Alors, nous essayons de prendre le plus possible d'avoir des fournisseurs autochtones et de faire connaître les produits sauvages. Et là, dans un service de traiteur, on peut en parler, on peut expliquer. Il ressemble à une framboise, mais il a cette couleur-là. Et il donne un fruit par plante, le plant mâle seulement. Alors, sur la Côte-Nord, tu as des champs, des milles et des milles de champs que tu vois jaune-orange, mais pour les cueillir, ils sont hauts comme ça. On ne peut pas s'asseoir à terre pour les cueillir parce qu'il n'y en a pas assez. La fierté revient. On voit des jeunes autochtones et des vieux, du côté culturel, commencer à porter un intérêt aux traditions que nos ancêtres. Et c'est la même chose avec l'alimentation. Lorsqu'on fait, on a fait un marché public à Wendake, chez nous, au village Géron, cet automne, et énormément de gens du village sont venus et on faisait déguster de nos produits. Les aînés du village venaient nous rencontrer et disaient « Ah, ça fait des années que je n'ai pas vu ça. » Et ils étaient fiers. Les repas qui se font dans les familles ici, en général, on revient beaucoup avec les mets traditionnels. Depuis qu'on a eu des ententes avec les gouvernements pour le temps de la chasse et de la pêche, il y a une harmonie un peu plus présentement là, qui règne au sein de la réserve. On a plus la chance de pouvoir faire la chasse plus facilement qu'on remonte à une quinzaine d'années. Et ça permet aux gens de pouvoir redécouvrir ou de découvrir les mets ancestraux, les mets traditionnels. Oui, je crois qu'on est en bonne voie là-dessus. L'idée qui a toujours guidé ma démarche, c'est depuis des années, ça va faire 35 ans que je partage ma vie avec les Autochtones et que je travaille avec eux. Ça a été toujours en partant du fait que plus un peuple est connu, plus il est difficile de le faire disparaître. Donc pour moi, à travers ma peinture, à travers mes sculptures, à travers les musées que j'ai créés, à travers les livres qui ont été faits, les disques que j'ai faits à partir de chants traditionnels, ou la troupe de danse carcajou qui a beaucoup voyagé en Europe et à travers les Amériques, c'est de faire parler de ces gens-là et de les faire apprécier. On dit que la cuisine autochtone est évolutive. De simples moyens de survie au plaisir gastronomique, elle demeure néanmoins ce qu'elle a toujours été, un lien profondément spirituel entre les animaux, les plantes et les humains. Chinanu.tv, un espace francophone consacré aux Premières Nations sur Internet. Branchez-vous sur la culture autochtone d'aujourd'hui. Chinanu.tv. Hey